Salut à tous, un peu de vent, on est en extérieur. Alors, l'objet de cette vidéo, ça sera de savoir comment aborder le début d'un projet photovoltaïque pour votre domicile et votre maison. Alors, c'est suite à une question, donc je me suis dit c'est un truc intéressant. Alors, j'ai fait une liste des éléments qu'il faut prendre en compte, je leur ai donné un ordre. L'ordre ne sera pas forcément systématique et en fonction des personnes, ça ne sera pas forcément celui-ci. Mais disons que si je vais établir un ordre chronologique dans la démarche qui consiste à se poser la question je dois et je veux m'inscrire dans la transition énergétique ou acquérir de l'autonomie, ben voilà comment je l'aurais ficelé moi. Voilà. Après, libre à chacun de voir, mais ça me semble le process que moi j'établirai. Alors, j'ai imprimé ma petite feuille pour ne rien oublier. Si jamais j'oublie des choses, ce qu'il est possible, je me suis posé un bon petit bout de temps pour établir ces éléments. En fait, soit je referai une vidéo, soit je rajouterai du complément en bas. Donc, n'oubliez pas de lire le complément en dessous de la vidéo, en commentaire, en explication de la vidéo, pour voir s'il n'y a pas eu des évolutions. Alors, le premier point, la question à se poser, c'est est-ce que je veux de l'autonomie ou de l'autoconsommation? Alors ça, c'est un critère super important. On va définir l'autonomie. Donc l'autonomie, ça va être la capacité à fonctionner sans être connecté au réseau EDF, pour si vous êtes en France. Et l'autoconsommation, ça va être la capacité à réinjecter de l'électricité dans votre maison et à l'autoconsommer. Et ce qui ne sera pas consommé sera redistribué dans le réseau, soit gratuitement, soit avec un contrat avec EDF qui rachètera le kilowattheure non consommé. Alors, les deux cas sont envisageables, mais il peut y avoir un cas, on va dire, qu'on va qualifier d'hybride, c'est-à-dire qu'il existe maintenant des onduleurs qui font à la fois de l'autonomie et de l'autoconsommation. Donc là, nous ne sommes pas sur des onduleurs type WKS ou alors PIP 4048, c'est des générations différentes, basées sur la même architecture, mais qui ont la capacité de faire de la réinjection. Donc là, le prix de ce matériel est bien sûr bien plus cher que l'autre, mais il existe, il fonctionne. Nous avons d'ailleurs un abonné à la chaîne et quelqu'un sur lequel je suis abonné à sa chaîne qui a ce matériel-là. Donc là, dans ce cas de figure, vous cherchez Christophe, alors F avec un H, 48, avec un F, 48. Mais je vous mettrai le lien si jamais vous avez ce besoin. Donc voilà, il y a des solutions tranchées, autonomie, autoconsommation, voire les deux maintenant avec des onduleurs par contre qui seront bien plus chers. Alors une fois que vous avez déterminé si vous voulez de l'autonomie ou de la réinjection réseau, de l'autoconsommation, il va falloir vous poser la question quel niveau d'autonomie vous voulez. Est-ce que c'est du secours pour pallier à un tout petit épisode de coupure électrique? Est-ce que c'est vous voulez une bonne autonomie pour faire face à une défaillance de plusieurs jours? Ou est-ce que vous voulez un système qui soit, on va dire, très performant et qui vous permette en même temps de faire de grandes économies du point de vue des consommations, parce qu'en fait vous serez quasiment déconnecté du réseau EDF ou autre, quasiment en permanence. J'ai la mèche remelle. Bon, on va faire comme ça. Ensuite, si vous décidez de faire de la réinjection réseau, pareil, vous allez vous dire, poser la question, est-ce que je veux avoir de l'autoconsommation qui va couvrir mon bruit de fond? Alors ce que j'appelle le bruit de fond, c'est la consommation moyenne sur une journée, entre 200 et 500 watts, ça va dépendre de tout. Ou est-ce que je veux carrément avoir une grosse marge de production pour bouffer une bonne partie de ma consommation et produire et réinjecter, donc et revendre en même temps mon surplus? C'est deux choix différents. D'ailleurs, on peut être dans l'intermédiaire également. Alors pour vous dire, donner un ordre d'idée, vous prenez 3000 watts de panneaux solaires, ça va vous produire en gros sur la France, on va faire une moyenne 3500 kWh par an. Voilà, donc regardez votre consommation et puis vous pourrez faire un comparatif. Ensuite, une fois que vous savez ce que vous voulez faire, c'est-à-dire autonomie, autoconsommation, et le niveau de puissance ou d'autonomie que vous voulez, à mon sens, ça va être de vérifier et de regarder comment vous vivez au quotidien et vos consommations. Consommation annuelle, consommation mensuelle. Également dans la journée, les pics de puissance maximale dont vous avez besoin. Par exemple, si vous mettez un gros appareil, est-ce que vous voulez pouvoir alimenter un gros appareil de 2000 watts? Ensuite, votre rythme de vie, si vous vivez plutôt le matin ou plutôt l'après-midi, voire même la nuit. Est-ce que vous vivez la nuit? Est-ce qu'il y a beaucoup d'appareils qui tournent la nuit? Ça va être super important pour le stockage. Et puis, le critère essentiel dans cette réflexion-là, c'est qu'est-ce que je peux
châtré comme consommation superflue ou inutile dans mon quotidien tout de suite. À mon sens, avant d'attaquer du photovoltaïque, il faut chercher déjà à baisser ses consos. Donc, parce qu'en fait, plus vous baisserez vos consommations et vos besoins en puissance, moins vous aurez besoin d'une installation puissante et donc moins elle vous sera coûteuse. Et moins vous aurez besoin de panneaux forcément. Donc voilà, ça dépend de beaucoup de choses. Alors ensuite, la situation précise de la maison, son exposition et les éventuels obstacles. Alors, il est évident qu'en fonction de l'endroit où vous êtes, si vous êtes en Afrique, si vous êtes en centre-France ou si vous êtes par exemple en Angleterre, l'ensoleillement ne va pas être le même. Donc, le rendement de votre installation ne va pas être le même. Et ensuite, l'exposition de votre maison, sud ou alors est ou intermédiaire, va être super important parce qu'avec cela, ça va vous obliger à définir comment vous allez poser vos panneaux pour avoir le meilleur rendu possible au niveau de la puissance disponible et puis une alimentation électrique pour votre maison toute la journée ou à des heures en particulier. Par exemple, prenez une exposition maison nord-sud. Vous aurez forcément un toit du bon côté, mais si vous êtes dans un autre cas de figure, ça peut être compliqué, est-ouest par exemple. Donc là, il va falloir répartir des panneaux de chaque côté, par exemple, de chaque côté du toit, si vous les posez sur un toit, bien sûr. Ensuite, hyper important, l'exposition de votre maison. Il faut que vous vous renseigniez, que vous regardiez comment les contraintes que vous retrouvez dans le plan d'occupation des sols concernant votre maison. En fonction de votre localisation, de votre commune, vous pouvez avoir des monuments classés qui vont poser des restrictions. Vous pouvez avoir des règles particulières qui vont par exemple vous poser des restrictions concernant la pose en limite de propriété, enfin voilà, ainsi de suite. Renseignez-vous, les contraintes, éventuellement les interdictions. Ensuite, une fois que vous avez à peu près les éléments précédents, vous pouvez vous dire, ok, je sais à peu près comment ça va se dérouler, je choisis le matériel. Alors le choix du matériel, ça va être quelque chose qui va être hyper important, parce que dans le choix de ce matériel, il va falloir que vous vous projetez dans l'avenir. Il faut que vous construisiez une installation où vous allez vous dire, si j'ai une panne dans 10 ans, il faut que je trouve du matériel à l'identique et adaptable. Voilà, que ce soit panneau, que ce soit onduleur, ça va être et batterie, ça va être impératif de se projeter, de se dire cette installation-là, elle est faite pour durer, mais la panne est toujours possible, et de toute façon, elle surviendra, il y a de l'usure. Donc, il faut que je sois même de la faire évoluer et de changer des éléments si nécessaire. Et donc, d'où l'importance de s'impliquer dans le projet, parce qu'une fois qu'on connaît parfaitement le matériel, on a une vision à long terme et on peut améliorer ses choix concernant le matériel ou l'architecture de l'installation pour, grâce à notre expérience, faire de bons choix. Alors, ensuite, point important, la place dans votre maison. Un onduleur, ça prend de la place. Un tableau de répartition, ça prend de la place. Un tableau de protection avec les fusibles, ça prend de la place. Donc, il faut que vous ayez un local, un garage, un local spécifique, aéré, puisqu'en fait, dans les onduleurs, vous allez retrouver des systèmes de ventilation. Pour refroidir les composants électroniques, il faut que vous ayez un local qui puisse accueillir ce matériel, et tout en respectant les indications faites sur la nomenclature du matériel, et éventuellement les normes, enfin éventuellement non, principalement les normes. Donc posez-vous la question, où c'est que je peux mettre au mur ces appareils et les tableaux de protection. Ensuite, les batteries. Si vous faites un système avec stockage, dites-vous bien que par exemple, je vais vous donner un chiffre, 20 kWh de stock en batterie, ça représente en batterie acide une surface d'1,50 m de long au sol, sur 50 cm de large, sur 40 cm de haut. Voilà. Donc dites-vous bien que lorsque vous installez, vous voulez une installation photovoltaïque qui ait une bonne capacité de stockage, 20 kWh c'est une bonne capacité de stockage, là c'est vraiment de l'autonomie, il va vous falloir de la place, y compris au sol, pour pouvoir mettre cette installation. Alors, les règles ensuite, un truc qu'il va falloir regarder, ça va être, avec le plan d'occupation des sols forcément, les règles d'urbanisme,
mais également les formalités administratives pour les travaux. Donc vous aurez certainement des demandes administratives à faire pour les travaux en question, pour par exemple poser les panneaux en toiture ou autre. Mais ce n'est pas systématique. Si vous connaissez le plan d'occupation des sols, et si vous décidez par exemple de mettre des panneaux au sol, il y a des règles qui vous permettent, selon conditions, c'est-à-dire la hauteur max des panneaux, c'est 1,80 m, la puissance max, 3000 watts max, enfin il faut être sous les 3000 watts, crête max. Si vous avez ça, vous n'avez pas besoin de faire de demande de travaux normalement. Donc vous pouvez poser, par contre vous avez des contraintes, distance par rapport limite de clôture au voisinage, ainsi de suite. Mais encore toutefois, regardez ces plans d'occupation des sols et les contraintes qui vont avec, vous aurez toutes les indications qui vont vous permettre de dire je peux poser les panneaux de cette façon. Par contre, ce qui est certain, c'est que si vous posez vos panneaux sur une toiture, vous serez obligé de faire une demande de travaux. Alors, ensuite, regardez aussi, donc on parlait tout à l'heure d'exposition, regardez, comme ça, où vous allez pouvoir poser vos panneaux sur le toit ou au sol, puisqu'il y a les contraintes, on va dire administratives et légales, pour le plan d'occupation des sols, limite de propriété, mais il y a également les conditions matérielles. Vous pouvez très bien avoir un toit qui ne permet pas d'accueillir les panneaux d'une traite au même endroit sur un secteur 20 mètres carrés par exemple pour 3 kW de panneaux. Et peut-être qu'il vous faudra répartir des panneaux à plusieurs endroits différents. Donc regardez comme ça et étudiez à vue d'œil la possibilité. Alors la meilleure solution pour vous inspirer là-dessus, c'est lorsque vous vous promenez en voiture, vous regardez les maisons qui ont déjà des installations et vous regardez ce qu'elles ont fait et vous regardez si c'est cohérent et si ça peut correspondre à ce que vous avez potentiellement vous pouvez avoir chez vous. Donc une fois que vous avez déjà intégré tous ces paramètres, il va falloir vous poser la question comment poser cette installation. Et donc là, il y a deux cas de figure. Soit vous posez l'installation vous-même parce que vous avez toutes les compétences et toute la légitimité de le faire. Je le rappelle, les règles de sécurité des personnes et de vos biens passent avant tout le reste. Il ne faut jamais prendre le moindre risque, il faut être dans le 100% au niveau sécurité. Donc, si vous avez les compétences, vous estimez à les avoir, ne vous surestimez pas non plus, puisqu'en fait, on a toujours des surprises, des inattendus. Et sinon, regardez et étudiez qui pourra vous poser l'installation. Alors si par exemple vous êtes en Belgique, et vous avez la chance d'être en Belgique, je dirais, vous avez une entreprise, j'ai vu les devis, j'ai fait des devis, j'ai acheté du matériel, j'ai vu des gens qui ont fait monter leur installation. Vous avez What You Need en Belgique qui montent eux-mêmes les installations pour un prix plus que raisonnable. Si vous êtes par exemple dans le nord de la France, en limite géographique de la Belgique, il est certainement tout à fait possible de discuter avec ces gens-là pour les faire venir en France, pour leur faire poser l'installation. Donc, mais une des grosses difficultés lorsqu'on veut faire du solaire, du photovoltaïque, ça va être de trouver la bonne boîte. Alors souvent la boîte va vous proposer un projet clé en main, quasiment, adapté à ça, mais qui correspondra à ses propres compétences, et elle sera peut-être pas à même d'aller sur le terrain de ce que vous voulez réellement, une fois que vous l'aurez bien défini. Donc trouver la boîte qui va vous faire le boulot, ça va être un truc, c'est certainement la partie la plus compliquée, la plus merdique, et tout ça en se projetant dans l'avenir, en se disant, ok, je veux que ça soit une boîte qui me fasse ça, mais je veux pouvoir faire en sorte que mon installation, en disant, elle tourne toujours, et si en cas de panne, comment la réparer. Donc là, c'est vraiment la partie la plus compliquée. C'est pas celle d'étudier le projet, non, c'est de se dire comment ne pas me planter pour installer le matériel et bien l'installer. Alors pourquoi je dis ça? C'est simple. J'ai installé mon installation, mais dans d'autres cas de figure, j'ai fait installer chez moi, par exemple, des travaux que j'ai refusé de faire. Je me suis dit, je vais les faire par une boîte. En l'occurrence, cuisine encastrée et salle de bain. Dans les deux cas de figure, j'ai fait faire ça par des boîtes qui étaient censées être hyper compétentes. J'ai eu des emmerdes pas possibles. Mais je vous dis des emmerdes pas possibles. Et je suis toujours en litige. Donc comme quoi, le choix de l'entreprise qui va vous faire le boulot, à mon sens, est un critère primordial. Alors je l'ai placé dans cet ordre parce que je voulais le placer dans cet ordre-là, non pas par priorité, mais par logique dans lequel on doit s'inscrire pour arriver à la maturation dans sa tête, dans un projet, dans la finalisation d'un projet. Mais c'est vraiment le point vraiment chaud bouillant, c'est celui-ci, parce que ben voilà, si vous faites sur Google des recherches, vous verrez que les gens qui ont eu des emmerdes et les associations qui se montent avec le photovoltaïque, c'est légion, quoi.
Ce qui est assez surprenant quand même, parce qu'en fait, le photovoltaïque, si vous êtes de la partie, c'est pas quelque chose d'extrêmement compliqué, quoi. Hein. C'est vous maîtrisez ou vous maîtrisez pas le boulot, vous avez la volonté de bien travailler ou vous n'avez pas la volonté de bien travailler. C'est bon, la grosse problématique, c'est une jungle. Il y a tout un business qui génère à chaque fois qu'il y a des offres et des projets initialisés, instaurés par l'État pour favoriser la filière énergétique et la conversion énergétique. Donc il y a des opportunistes, puis il y a des gens qui pensent pour avoir les compétences et qui s'aventurent là-dessus et qui en fait nous mènent à la catastrophe. Je voudrais revenir sur votre niveau de compétence. Ne surévaluez pas votre niveau de compétence. Pesez bien. Poser des panneaux sur une toiture, c'est pas rien si vous décidez de le poser sur une toiture. Câbler une installation en respectant toutes les normes, toutes les règles et en faisant en sorte qu'elle fonctionne. Ça peut être relativement simple en apparence, ça l'est si la nomenclature est bien faite, mais voilà, ça demande quand même une bonne maîtrise et une bonne expérience. Si vous n'avez jamais fait d'électricité, je vous déconseille absolument de pouvoir envisager quoi que ce soit dans vous-même le montage de ça. Si vous envisagez de faire vous-même votre installation photovoltaïque, c'est que vous avez déjà fait l'électricité de votre maison et que vous êtes un super bon bricoleur, quoi. Vous êtes quasiment un professionnel. Voilà, si vous n'êtes pas dans ce cas de figure-là, je vous déconseille fortement. Alors, je déconseille avec réserve. Il existe des kits solaires que vous allez par exemple pouvoir vous poser dans votre jardin avec un matériel succinct qui va ne nécessiter aucun raccordement sur un tableau de protection dans votre maison, aucune modification de quoi que ce soit d'installation électrique dans votre maison. Dans ce cas de figure-là, un dispositif qui va vous fournir du courant et qui n'oblige pas à des modifications de votre installation substantielle, en fait, là, les boîtes qui fournissent ces kits-là vous fournissent la nomenclature, ils ont des services d'assistance. What You Need est très compétent en la matière. Il y a moyen de faire sans forcément être expérimenté. Donc voilà, il y a une relativité quand même à prendre en compte dans tous ces projets. Alors ensuite, ça se tient, c'est où acheter le matos, quelle entreprise pour le montage. Là encore une fois, le but de la chaîne, c'est de vous donner toutes ces indications, c'est de vous donner la possibilité aussi, si vous avez déjà acheté du matériel et vous fait monter le matériel, en commentaire, répondez, donnez des informations, donnez le nom des boîtes qui revendent le matos, avec qui vous avez été content, le nom des poseurs avec qui vous savez que ça se passe bien, ainsi de suite. Où acheter le matos, il n'y a pas une boîte référence. Moi, j'ai ma boîte référence, mais c'est pas forcément la boîte de référence. Chacun peut avoir la sienne, et moi, je vous encourage à partager ces infos. Donc, sachez que What You Need, avec lequel je n'ai aucun contrat, c'est une boîte qui est fiable pour vendre du matériel et fiable en Belgique pour poser le matériel. Et elle vend 80% de son matériel en France, 10% en Afrique et environ 10% en Belgique. Alors je sais ces chiffres parce qu'en fait j'ai beaucoup discuté avec le technico-commercial. Comme je suis de la partie, on va dire, je sais quand quelqu'un me raconte des conneries ou pas, et jusqu'à présent, 2 ans après, c'est toujours un sans faute de la part du technico-commercial qui s'appelle Max. Donc, chapeau Max, continue comme ça, franchement, c'est un plaisir. Alors ensuite, si vous faites de la réinjection, donc soit une installation hybride qui fait stockage-réinjection, soit de la réinjection totale, sachez qu'une fois que vous faites votre installation, que vous l'avez fait faire, il faut qu'il y ait la visite d'un consuel qui va valider votre installation et qui ensuite va vous permettre d'établir une convention avec EDF pour réinjecter du courant dans le réseau et éventuellement une souscription à un contrat pour que EDF vous rachète l'électricité que vous n'aurez pas autoconsommée. Donc, alors, moi j'aurais tendance à dire, si vous avez fait vous-même votre installation, même si vous ne faites pas de réinjection réseau, faites venir le consuel. Le pognon que vous aurez éventuellement économisé à ne pas passer par un artisan, et l'éventuelle sécurité, puisque bon, les artisans, cela le prouve, toutes les affaires tous les jours, il y a des gens qui ne sont pas forcément très sérieux non plus, et pas très compétents non plus. Faites passer un consuel, faites valider votre installation. Ça aura un coût, mais à la sortie, vous êtes sûr que votre installation sera dans les tuyaux du point de vue des normes, donc du point de vue de votre sécurité et de celle de votre maison. Ça, je pense qu'en fait, c'est un incontournable. Ensuite, point important,
que auquel je viens de penser, et que je vais rajouter dans mon listing, puisqu'ensuite je vais remettre ce listing en bas en commentaire. Renseignez-vous auprès des assurances. Renseignez-vous auprès des assurances en disant que c'est vous qui avez fait l'installation. Renseignez-vous pour couvrir l'assurance du matériel, c'est-à-dire vol, éventuellement, ou détérioration pour dégâts électriques, un orage, mais également, éventuellement, pour un risque de sinistre. Imaginons un sinistre qui est pour cause autre que vos panneaux solaires, hein, un feu dans la maison, vos panneaux y passent, il faut que ces panneaux-là soient garantis, compris dans l'assurance. Mais il faut également que si ce sont vos panneaux qui sont la cause, on n'est jamais à l'abri d'un panneau solaire qui part en sucette. Hein. On voit tous les jours, d'ailleurs je relaye ces informations. Donc rassurez-vous que votre assurance fera le boulot à 100% du temps. Alors ensuite, je vais revenir sur la pose. Quel mode de pose je préconise pour les panneaux? Alors moi, à 100%, je préconise de poser les panneaux non pas sur le toit de votre maison, mais sur un appentis, sur un bâtiment annexe sans danger, sur des supports au sol. Je préconise ça purement et simplement pour des raisons de sécurité. Si jamais il y a un problème sur les panneaux, voilà, vos panneaux ne risqueront pas de compromettre votre maison sur un incendie et sur une défaillance d'un panneau électrique ou de composants électroniques qui seraient dans ce fameux boîtier de connexion, ou problème de connectique, ou éventuellement, si c'est des systèmes avec micro-onduleurs, hein, ça existe, hein, les onduleurs ne se mettent pas forcément dans la maison, il y a des micro-onduleurs qui se mettent derrière les panneaux solaires, par branche de 1 à 4, hein, ça va dépendre du micro-onduleur. Donc s'il y a une défaillance et qu'un de ces matériels part en sucette, ça sera toujours mieux que ça se passe à l'extérieur de votre maison que dans votre maison. C'est pour ça que je préconise ce mode et que moi j'ai fait ce choix-là également, parce qu'en fait, ensuite aussi, il y a également des problèmes d'étanchéité. Assurer une bonne étanchéité de toit avec des panneaux solaires qui seraient, on va dire, sur lesquels on a supprimé les tuiles. Bon, ça pose des problèmes. C'est pas... Il y a des gens qui ont des problèmes, voilà. Ensuite, si vous devez mettre ces panneaux sur votre toit, mettez-les en superposition. Voilà. Ne supprimez pas les tuiles. Faites mettre vos panneaux au-dessus des tuiles avec des rails et des pattes qui vont venir se glisser sous les tuiles pour aller prendre appui et fixation sur des montants très solides de votre charpente, que ce soit des fermettes ou pas. Donc vos panneaux de cette façon seront au-dessus de vos tuiles, ce qui déjà au niveau sécurité donnera un bon amortisseur. S'il y a un problème sur le panneau, il y aura les tuiles entre votre maison et les panneaux, mais également ça fera une circulation d'air sous les panneaux qui amélioreront leur rendement partant de forte chaleur. Les panneaux solaires perdent en rendement de façon assez linéaire au-dessus de 25 degrés, au-dessus de 25 degrés au niveau des panneaux. Hein. Si par exemple dehors à l'extérieur le soleil, au soleil vous mesurez 30 degrés, vous arriverez sans aucun souci sur vos panneaux à 55 voire même 60 degrés. Donc les panneaux en superposition, c'est un bien meilleur choix. C'est d'ailleurs, on voit l'aberration des systèmes français avant qui faisait que si tes panneaux étaient au-dessus et non pas encastrés, tu bénéficiais d'un prix de rachat moins intéressant. C'était totalement stupide. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vais vous mettre en dessous en commentaire toutes ces informations. Et puis, si vous avez des questions, pas de souci, je suis là pour ça.